Et bienvenue à la 14e édition de la Semaine Emploi et Entreprise, qui est sur le thème de l'entreprise optimiste. Et bienvenue donc à ce workshop ce matin, qui est intitulé Réussir sa candidature à l'international. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Déborah et je fais partie du BIP, donc c'est le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants au sein de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors, aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir à ce workshop sur la candidature à l'international qui va nous faire voyager un petit peu. Donc, soyez les bienvenus. Déjà, pour resituer le contexte, quelques mots sur cet atelier. Pourquoi cette thématique? Alors, en fait, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle et le Club des entreprises co-organisent chaque année la Semaine Emploi Entreprise. Et tout au long de l'année, nous sommes en contact donc, avec les étudiants de l'Université Savoie-Mont-Blanc, mais aussi avec les entreprises, donc les futurs employeurs. Et de cette expérience, on s'est rendu compte d'une manière générale que les étudiants ont souvent quelques hésitations pour rédiger leurs outils de candidature. Donc, on veut parler du CV, de la lettre de motivation, du profil LinkedIn, etc. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Et du coup, quand vient le moment de trouver le premier emploi, à l'issue du parcours universitaire, on se rend compte que certains peuvent avoir quelques hésitations ou quelques doutes par rapport à cela. Donc, le premier message qu'on voulait vous transmettre par rapport à cela, c'est normal, on vous rassure, c'est normal quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup, voire pas du tout d'expérience professionnelle à l'issue de son parcours universitaire. C'est quelque chose qui s'acquiert au fil des années, donc c'est tout à fait normal. On a souvent des stages, des jobs étudiants, et c'est déjà très bien. Donc, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il faut apprendre à le valoriser aussi sur votre candidature, sans oublier la valorisation aussi de vos formations. Et il y a un deuxième message aussi qu'on voulait vous faire passer à travers cette semaine emploi et entreprise, c'est l'importance de se mettre dans la peau des recruteurs au moment où vous rédigez vos outils de candidature. Et l'objectif justement de cet événement, la semaine emploi entreprise, c'est d'être au plus près des réalités de l'entreprise. Et quand on se met dans la peau des recruteurs, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment une chose primordiale, ce sont les compétences. Donc, vous en avez forcément entendu parler, les compétences, mais peut-être une petite piqûre de rappel, de quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, le terme compétence, il recouvre trois aspects complémentaires. Premièrement, on parle des savoirs. Alors, les savoirs, ce sont les connaissances théoriques que vous avez acquises tout au long de votre parcours scolaire, universitaire et de vos différentes expériences professionnelles. Donc, il peut s'agir d'une connaissance linguistique, maîtrise d'une langue étrangère. Il peut s'agir d'une connaissance législative, une connaissance technique. Voilà, ça, c'est l'ensemble des savoirs. Mais les compétences, elles englobent les savoir-faire. Alors, les savoir-faire, c'est votre aptitude à travailler avec des méthodes, des outils ou des logiciels liés à une activité professionnelle bien précise. Donc, vous pouvez consulter la liste des compétences détaillées sur le site de Pôle emploi. On a un outil qui est vraiment formidable qui s'appelle les fiches métiers ou les fiches ROME, R-O-M-E. Et vous saisissez le nom d'un métier précis. Et ensuite, vous avez accès à toute la liste des compétences détaillées qui sont liées à cette activité professionnelle. Donc ça, c'est un outil qu'on conseille souvent aux étudiants d'aller voir au moment de rédiger notamment votre candidature. Et troisième réalité qu'englobe la compétence, ce sont les savoir-être professionnels. Alors, on les appelle aussi les soft skills. Vous avez certainement dû en entendre parler. On en parle beaucoup en ce moment. C'est une thématique d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'une soft skills? C'est un ensemble de manières d'agir et de capacités relationnelles utiles pour interagir dans votre contexte professionnel. Et aujourd'hui, elles sont vraiment primordiales à toutes les étapes du recrutement. Elles sont extrêmement recherchées par les recruteurs. Elles sont très variées. Ça peut être la capacité d'adaptation, le sens de l'organisation, le travail en équipe, etc. Et c'est très important pour vous, en tant qu'étudiant, d'apprendre à les identifier et à les valoriser dans votre candidature. Alors, comme vous l'avez compris, cette définition des compétences,
Les compétences, contrairement à ce qu'on peut penser, elles ne s'acquièrent pas uniquement à travers une expérience professionnelle. Même si, bien sûr, elles peuvent nous faire acquérir des compétences, mais pas que. Surtout les soft skills, ce sont des compétences relationnelles, donc qui sont propres à chacun, qui sont uniques. Donc elles vont plutôt s'acquérir à travers des expériences de vie. Alors quel type d'expérience de vie? Eh bien, on a par exemple une expérience à l'international. Voilà, quand vous voyagez à l'étranger, ça va vous permettre d'acquérir des compétences nouvelles, des compétences relationnelles. Également par le développement d'un réseau professionnel, de votre identité numérique, ou encore à travers un engagement associatif avec le bénévolat, le volontariat. Ça vous permet aussi d'acquérir de nombreuses compétences. Donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est des compétences qui n'appartiennent qu'à vous, qui sont comportementales, relationnelles. Et donc, vu qu'elles sont uniques, elles vont vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Il y a une étude qui a été publiée très récemment, hein, cette année, qui dit que les soft skills sont la clé de l'employabilité. Et en fait, 62% des dirigeants et managers se déclarent prêts à recruter un candidat principalement sur ses compétences comportementales aujourd'hui. Voilà, donc je pense que vous avez compris que les compétences, les soft skills, hein, ces savoir-être professionnels sont vraiment déterminants dans votre candidature. Donc, c'est pourquoi on a décidé hein, au BAIP de construire 3 workshops sur cette réflexion, sur la base de cette réflexion pour la semaine emploi et entreprise. Donc, on va voir à travers ces workshops 3 manières audacieuses hein, finalement de développer, d'acquérir ces compétences comportementales. Donc, aujourd'hui, ça va être ciblé sur l'expérience à l'international. Demain, il y aura un workshop qui sera ciblé sur la candidature numérique. Et mercredi, on parlera exclusivement de l'engagement associatif, du bénévolat à travers le CV citoyen. Donc, si vous ne pouvez pas être présent à ces 3 ateliers, ils seront accessibles en replay sur la chaîne YouTube de l'USMB et sur la chaîne YouTube du Club des entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder ultérieurement. Ça vous permettra d'avoir une vision globale du message qu'on souhaite vous faire passer pour cette semaine emploi et entreprise. Alors, l'atelier de ce matin est destiné à la candidature à l'international. Donc, les objectifs de ce workshop. Donc, déjà, c'est de découvrir des interlocuteurs et des initiatives qui vont vous aider à explorer le monde à travers un stage ou un semestre à l'étranger. Également, on va appréhender les questions liées à la mobilité internationale sous un aspect très pratique. Concrètement, vous êtes étudiant, vous voulez partir à l'international, comment vous y prendre? Ensuite, on va bénéficier du retour d'expérience d'anciennes étudiantes qui ont vécu une expérience à l'international et qui vont nous dire quelles compétences elles en ont tiré. Et ensuite, on finira avec quelques points pratiques sur l'insertion professionnelle à l'international avec un gros plan sur les pays anglo-saxons et sur la Suisse. Donc, pour animer cet atelier, nous avons plusieurs intervenants que je remercie de s'être mobilisés ce matin pour cet atelier. Donc déjà, pour les témoignages d'anciennes étudiantes globetrotteuses, nous allons parler ce matin avec Léa et Pauline dans quelques instants. Nous aborderons aussi les opportunités internationales à l'Université Savoie-Mont-Blanc avec Amandine Fleurier, qui est responsable du bureau UNITA. Ensuite, pour les questions pratiques liées à la mobilité internationale, on aura une experte de la protection santé et des assurances quand on voyage à l'international, c'est Mathilde, qui représente la société EMI. Et enfin, je vous présenterai les questions liées à l'insertion professionnelle à l'international. Donc voilà pour ce workshop, c'est parti. Donc pour commencer, on va se plonger dans une expérience à l'international à travers deux anciennes étudiantes, pardon, qui ont vécu ces expériences. Alors, on va interviewer ce matin Léa et puis on a aussi Pauline qui est avec nous ce matin. Bonjour Pauline, bonjour Léa. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue hein, à cet atelier sur réussir sa candidature à l'international et merci de donner votre témoignage ce matin. Alors, Pauline, Léa, on ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter de manière très succincte, nous dire un peu votre parcours, d'où vous venez et quelles expériences avez-vous vécues à l'international?
Alors moi, du coup, je m'appelle Léa, je travaille actuellement à l'USMB dans le personnel. J'ai fait des études à Sciences Po Grenoble, donc il y a quelques années. Donc mes 3 premières années en bachelor, puis j'ai fait un master centré sur l'Amérique latine en 2 ans qui m'a permis de passer 2 années en Amérique du Sud. Donc une première année de mobilité internationale en Équateur pendant une année entière à l'université donc et puis en stage. Et l'année suivante au Brésil, à Rio de Janeiro, où j'ai pu faire aussi un stage dans une ONG. Voilà. Et après mon diplôme, j'ai passé encore une année en Australie dans le cadre d'un permis vacances de travail avant de revenir en France pour me lancer dans la vie professionnelle. Ok, merci. Un beau parcours, Amérique latine, Australie. Super. Et toi, Pauline? Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Pauline. Je suis une ancienne étudiante de la section GACO à l'IUT de Chambéry, enfin du Bourget. Donc après l'IUT, je suis partie pour 6 mois en Irlande pour apprendre l'anglais et finalement, je suis restée 4 ans. Donc j'ai eu diverses expériences en tant qu'étudiante et aussi professionnellement. Et je suis rentrée en France en 2018. Et depuis 2019, j'ai créé un organisme de formation professionnelle spécialisé en anglais. Et donc, j'interviens auprès d'entreprises et de professionnels. Très bien, bah merci. Donc, vous avez toutes les deux des expériences différentes hein, de par le lieu géographique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a motivé à vivre ces expériences à l'international? Est-ce que c'était un choix volontaire? Vous avez eu envie de partir à l'aventure? Comment ça s'est passé? Peut-être. Oui. Alors oui, moi j'ai toujours rêvé de partir voyager en Amérique latine. C'est une envie que j'avais depuis très très longtemps. Et du coup, j'ai vraiment choisi mon master en fonction des opportunités à l'international qu'il offrait, puisque c'était pas une obligation, mais je voulais absolument le faire. Et là, en plus, j'avais droit à 2 années, donc c'était l'idéal. L'idée déjà, c'était d'apprendre des langues étrangères, puisque j'adorais parler anglais et espagnol, donc c'était pour progresser. Et puis la culture sud-américaine m'attirait énormément par des livres ou des films que j'avais pu lire ou voir. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment pour m'ouvrir et découvrir de nouvelles choses. D'accord, merci. Un choix volontaire. Et toi, Pauline? Ah, on n'a plus le son. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas spécialement attirée pour partir. D'ailleurs, une petite anecdote, mes parents m'ont envoyé une semaine en Angleterre quand j'étais au lycée et c'était pour moi un cauchemar de partir. Et finalement, après, entre ma première et ma deuxième année d'IUT, je suis partie 3 semaines en road trip en Irlande. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et après, après, on demande qu'à repartir. Donc après, j'ai fait mon stage de deuxième année d'IUT à Montréal, grâce au partenariat de l'IUT, donc pendant 3 mois. Et ensuite, donc, je suis rentrée pour l'été et je suis repartie tout de suite. Du coup, là, la motivation, c'était vraiment d'apprendre l'anglais, qui pour moi était compliqué à l'époque. Et donc, voilà, la motivation, c'était la langue. Mais l'envie de voyager, elle était là aussi. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien, on voit ce point commun, c'est que quand on commence à voyager, apparemment, on y prend goût. Et puis ça vous amène, voilà, d'où les globetrotteuses. C'est ça. Eh bien, merci. Alors, par contre, soyons francs, hein, de partir à l'étranger, à l'international, peut-être que quand on est étudiant, on voit ça un peu comme un aboutissement, mais dans la réalité, est-ce que c'est tout beau, tout rose? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, peut-être des obstacles avant de partir, pendant votre expérience à l'étranger ou au retour aussi? Est-ce que vous pouvez nous faire part, en toute franchise, des difficultés qu'on peut rencontrer et puis surtout, comment vous avez pu les surmonter? Alors, je pense qu'il y a des difficultés liées à la géographie. Je pense que Pauline et moi, on va pas avoir les mêmes du fait qu'elle est partie en Europe, moi en Amérique latine. Ouais. En Amérique latine, déjà, c'est pas Erasmus, donc il y a beaucoup moins d'encadrement, beaucoup moins de choses prévues. Je pense qu'en Europe, il doit y avoir beaucoup d'associations qui accueillent les étudiants, qui les aident, et en Équateur, notamment, pas du tout, du tout. Je suis arrivée là-bas, le secrétariat savait pas qu'il y avait des étudiants internationaux, donc ils ne savaient pas nous aiguiller. Il fallait faire les démarches auprès du consulat, de l'ambassade.
de l'ambassade en France. Voilà, vraiment se débrouiller pour les papiers dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément en plus. Et puis on est vraiment livré, enfin dans ce pays en tout cas, livré à moi-même pour trouver un hébergement, etc. Donc ça a pu être une difficulté, même si ça permet une véritable immersion. Tu étais la seule Française en Équateur? Alors, on était trois de mon université, mais on n'est pas arrivés en même temps, donc on n'a pas forcément trop pu compter les uns sur les autres. Et puis, il y a une communauté française très réduite en Équateur, donc on ne peut pas non plus compter sur d'autres personnes. Voilà, il n'y a pas vraiment de quoi, il n'y a pas de groupe Facebook, par exemple, comme il peut y avoir dans plein de pays pour les Français d'Équateur, les Français de Quito, ça peut être utile c'est ce que j'ai pu connaître au Brésil ou en Australie, il y avait beaucoup plus d'accueil. En Équateur, j'étais plus isolée. Donc voilà, ça c'est un peu une difficulté. Sentiment d'isolement, alors risque de se sentir un peu livré à soi-même dans certains contextes. Livré à soi-même, il faut apprendre à se débrouiller. Et comment tu as fait pour surmonter cette difficulté alors qu'il n'est pas des moindres? Après, du coup, on compte sur les ressources un peu existantes. Avec un de mes professeurs, je parlais quand même un peu espagnol, donc voilà, je me suis bien entendue avec un de mes professeurs qui m'a aidé un peu comme il pouvait avec les démarches administratives. Pour tout ce qui est logement, je crois que j'avais trouvé sur un groupe Facebook, mais d'Équatoriens, donc c'était pas des Français. On apprend vraiment à se débrouiller en fait. On n'a pas le choix, il faut se loger, il faut s'inscrire, donc on se débrouille. On apprend à faire comme ça. Oui. Et tu m'avais parlé aussi d'un engagement associatif? Oui, tout à fait. Alors justement, là, je m'étais inscrite du coup pour rencontrer du monde parce que à l'université, les étudiants en master, en fait, c'est extrêmement cher là-bas les masters. C'est des étudiants qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont pas du tout là pour devenir amis en fait avec les étudiants. Et du coup, je me suis inscrite dans une association qui s'occupait des enfants des rues. Et en fait, c'est le genre d'association où il y a beaucoup de personnes de mon âge internationales, soit européennes, soit américaines. Et donc, ça, c'était un bon moyen de rencontrer du monde. On parlait plus anglais là, pour le coup, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui ne prenaient pas forcément la langue. Mais voilà, du coup, ça m'a permis de partir un peu visiter le pays avec eux aussi et de rencontrer du monde. Très bien. Donc, on note une solution contre l'isolement. S'engager, voilà, bénévolat, une expérience associative, d'humanitaire. Super. Très bonne astuce, merci. Et Pauline, de ton côté, quelle difficulté on peut rencontrer selon toi? Alors, moi, la première difficulté que j'ai eue, je pense que c'était au niveau de la langue, parce que du coup, quand je suis arrivée, j'étais en famille d'accueil. Donc, en plus, l'accent irlandais, c'est pas le plus simple. Ça peut paraître un petit peu long et compliqué au début, mais il faut s'accrocher, c'est que positif. Après, je pense que ça dépend plutôt des villes et des lieux où on va. Mais par exemple, en Irlande, et je sais que c'est le même cas aussi en Angleterre, à Londres, c'est un petit peu compliqué de se loger, trouver un logement, ça peut paraître un peu compliqué. Donc, des fois, ça peut mettre un petit peu des barrières ou se dire qu'on ne va pas y arriver, mais finalement, on trouve toujours des solutions. Donc voilà. Et après, moi, du coup, au contraire de Léa, la difficulté, c'était de ne pas justement rester avec des Français parce que du coup, en Irlande, il y a une énorme communauté de Français. Quand je suis allée là-bas, je suis partie avec 3 autres amis, donc qui, eux, se sont mis tous les 3 en colocation ensemble. Et pour moi, je partais seulement 6 mois à la base et je voulais vraiment parler que anglais et limiter au maximum les échanges en français. Et ça peut être compliqué du coup de se dire bon bah non, finalement on s'isole, on veut s'isoler, mais c'est pas forcément facile de le faire. Oui. Après, au niveau financier, ça peut être aussi un frein. Après, je pense que c'est très cher en Irlande, il me semble, non? Oui. Alors, disons qu'en fait, on vit plus dans le même confort qu'on avait l'habitude de vivre, c'est-à-dire que donc j'ai été en famille d'accueil pendant 2 mois et ensuite le premier logement que j'ai eu c'était donc en colocation et où j'ai partagé ma chambre pendant presque 1 an
Et donc, c'est sûr que partager sa chambre, c'est pas quelque chose que j'ai vécu avant, si, avec mon frère, mais quand on est enfant, c'est pas du tout la même chose quand on a 18, 19 ans, 20 ans. Mais ça apporte plein de choses positives, donc Oui. c'est pas s'arrêter à ça. Tu me parlais d'une colocation à Londres, je crois, dans une maison. Ils étaient combien dans la maison? C'était à Dublin, alors c'était un ami à moi. Dublin. Ils étaient plus de 30 dans la maison. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse crise du logement, donc c'était vraiment courant. Maintenant, c'est quand même un petit peu moins courant, ça a été quand même beaucoup contrôlé. Mais c'est très banal de trouver des colocs de 7, 8, 10 personnes. Ouais. Et à Donc partager toi, la chambre avec une autre personne ou même deux autres personnes. ah ouais. Donc, D'accord. forcément, le loyer est moins cher. Euh, Oui. donc, en fait, on vit avec d'autres moyens. Et c'est pareil, quand je suis arrivée en Irlande, c'était en 2014. Et j'ai travaillé dans un café à partir de mars 2015. Et le SMIC, c'était à l'époque 8,25 de l'heure. Ah oui. Euh, les mêmes salaires non plus, c'est pas les mêmes heures de travail. Il y a plein de choses qui sont différentes. Oui. Et aussi, tu me parlais on n'y pense pas, hein, mais la météo, tout simplement, en Irlande. Alors c'est vrai que, alors au début, ça m'a pas du tout perturbée. Même la première année, je me disais c'est génial. En fait, il pleut, mais on fait quand même plein de choses parce qu'en fait, si on s'arrête à la pluie, on fait rien. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 ans, ça affecte un petit peu le moral quand même. C'est vrai. Oui, le beau soleil savoyard. Et par contre, parmi les 3 amis avec qui je suis partie, une de mes copines, elle et eux, ils sont restés 1 an, et elle, au bout d'1 an, elle en pouvait déjà plus de la pluie, quoi, et de la météo qui était pas bonne. D'accord, merci. Alors, on comprend en difficulté, hein, le fait de rester peut-être toujours entre Français, en communauté, ça peut être un piège, hein, dans une certaine mesure, même si c'est vrai que c'est confortable, on a besoin de repères. Le côté financier et tout le côté culturel aussi, le changement culturel qui va autour. Et d'une manière générale, l'une comme l'autre, avant de partir, avant de vivre cette expérience, est-ce que vous maîtrisiez la langue du pays dans lequel vous rendiez? Comment vous vivez cet apprentissage de la langue? Léa, tu étais déjà parfaitement bilingue? Alors moi, je suis allée dans 3 pays où on parlait 3 langues différentes, donc c'est un peu différent. Espagnol, donc la première fois c'était en Équateur, donc espagnol. Espagnol. Je me débrouillais pas mal, loin d'être bilingue, mais je pouvais me débrouiller. Pour l'Australie en anglais, pareil. Par contre, le portugais, j'avais juste fait LV3 au lycée. Ça datait déjà de 4 ans. Bon, j'ai fait un peu Duolingo, Babel avant de partir, mais c'est pas comme ça qu'on apprend trop. Donc, je suis arrivée, honnêtement, je savais vraiment pas parler grand-chose. Donc, après, une fois qu'on y est, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, je m'étais acheté Harry Potter en portugais parce que je connaissais l'histoire par cœur. Donc, je savais de quoi ça parlait, ça pouvait aider. J'ai rencontré des gens, je me suis fait une copine qui était franco-brésilienne. Du coup, on parlait, elle m'aidait pas mal. C'est pas mal ça de rencontrer ce genre de personnes, ça aide. Et puis en fait, c'est bête à dire, mais quand on n'a pas le choix, en fait, on apprend. On sait pas vraiment comment, mais ça vient. En fait, on est jeté dans le grand bain, il faut parler, et voilà, ça vient. Ça n'a pas vraiment été un. Enfin, moi, je voulais aller au Brésil dans tous les cas, donc j'y suis allée malgré tout et je ne l'ai vraiment pas regretté. D'accord. Et donc, assez rapidement, tu as pu être à l'aise pour échanger avec les personnes autour de toi? Ouais. Je pense qu'au bout de 2 mois, enfin, je suis arrivée à mon stage, je comprenais rien. Je me débrouillais, je lisais tous les documents, cherchais du vocabulaire tout le temps. Je pense qu'au bout de 2 mois, j'ai commencé à me débrouiller. Et au bout de 6-8 mois, j'étais capable de bien parler, d'échanger. Ça me posait plus trop de problèmes. Super. Merci. Et toi, Pauline, de ton côté, tu étais fluente avant de partir? J'étais nulle, moi. Et d'ailleurs, quand du coup, c'est la famille d'accueil qui est venue me chercher à l'arrêt de bus pour rentrer. Et alors, dans la voiture, elle m'a raconté tout un tas de choses et j'ai absolument pas compris. En fait, elle me disait qu'ils avaient aussi une autre petite fille
chez eux qui était espagnol. Et alors, en fait, par rapport à cet organisme, ils n'avaient pas le droit d'avoir 2 étudiants. Et donc, elle avait dit que j'étais une amie de la famille de longue date et que je venais leur rendre visite. Sauf que moi, je n'ai pas du tout compris. Donc, en fait, elle m'avait demandé de jouer le jeu quand j'arrivais et de faire semblant que je les connaissais déjà, en fait. Sauf que je n'avais absolument pas compris. Et que du coup, moi, en arrivant, la première phrase que je savais, "Nice to meet you", j'étais trop fière de le dire. Donc, j'ai dit au papa, "Nice to meet you", et il m'a fait un gros câlin. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai compris ce qu'elle m'avait raconté. Mais donc non, et moi, le niveau de langue, il n'y était pas du tout. Et c'était pour ça que je partais. Donc voilà, mais je pense Rappelle-nous ta note au bac en anglais, Pauline. pas que 6. Aujourd'hui, elle est formatrice en anglais, je précise. Hein. Donc, comme quoi. Et après, oui, voilà, je pense comme Léa, je dirais au bout de 2-3 mois, on est vraiment à l'aise. Enfin, on est vraiment à l'aise. On commence à être à l'aise. Et puis après, voilà, au bout de 5-6 mois, c'est encore mieux. Faut pas avoir peur de la langue parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon que d'apprendre qu'en partant, parce qu'on est dedans toute la journée. En fait, on est vraiment baigné dedans tout le temps et le cerveau, il cherche, on s'adapte. Donc ça vient vite, plus vite qu'on pourrait le penser. D'accord, donc pas besoin de se mettre la pression pour parler parfaitement avant de partir. Hein. Comme on comprend de votre témoignage, c'est sur le tard. Une fois sur place, on est immergé et ça se fait. Je dirais même qu'on apprend plus facilement quand on parle pas bien au début, parce qu'on fait bien plus d'efforts. Moi, je sais que ma marge de progression en espagnol ou en portugais était bien meilleure qu'en anglais, parce que je me débrouillais déjà pas mal en anglais et j'ai pas fait autant d'efforts que pour le portugais, par exemple. D'accord. Donc c'est plutôt. Voilà. Je pense que c'est rassurant pour beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Alors maintenant, Léa, Pauline, qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté, tant d'un point de vue personnel que professionnel? Quel apport, quel enrichissement et puis faire le lien aussi avec les compétences. Quelles compétences ça vous a permis d'acquérir? Léa, je me tourne vers toi. Alors, que ça m'a apporté déjà, c'est une grosse ouverture d'esprit, puisque quand on voit dans plusieurs pays, on a plusieurs langues, plusieurs manières de vivre, de travailler. Voilà, faut qu'on soit ouvert. En Équateur, par exemple, c'est un régime qui n'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler une démocratie, on va dire. Ça se ressent dans le travail, ça se ressent dans mes stages. Et en fait, plutôt que d'être là pour juger ou autre, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça nous ouvre vraiment l'esprit. Ça nous permet aussi de relativiser sur ce qui se passe chez nous. Se rendre compte que sur plein de points, on est super bien, même si on aime bien critiquer pour l'État, etc. Non. On voit que, enfin voilà, ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Et puis, du coup, une capacité d'adaptation aussi à travailler dans différents environnements. Ça, je pense que c'est vraiment une grosse compétence que j'ai gagnée pour mes expériences professionnelles. Et puis, j'en parlais un peu tout à l'heure aussi du fait de l'isolement, c'est apprendre à se débrouiller, à être tout le temps plein de ressources, à pas forcément solliciter les autres, mais à vraiment trouver des solutions par soi-même. Donc, beaucoup d'autonomie, je pense que ça m'a apporté, que je peux utiliser ça tous les jours. Très bien, de très belles compétences, hein. Ouais. Très riches, merci. Et toi, Pauline, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh ben, la première chose, je dirais la confiance en moi, parce qu'on est quand même dans des situations où on sort de notre zone de confort constamment. Et oui, du coup, moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. De par les rencontres que j'ai faites, j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, par rapport à l'ouverture d'esprit, c'est incroyable. J'ai rencontré des personnes qui avaient fait des choses ou qui avaient eu des vies complètement différentes de ce qu'on peut nous imaginer, qui venaient de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment enrichissant. Après, je pense que par rapport aussi aux rencontres qu'on fait, on voit les choses différemment sur plein de points et ça nous permet aussi de relativiser sur, comme disait Léa, ce qui se passe dans nos pays où moi, par exemple, un des exemples les plus flagrants, c'est qu'en Irlande, il n'y a pas de sécurité sociale et que quand on va chez le médecin, c'est 80 €, c'est pas remboursé. Et quand il faut aller acheter des médicaments, c'est 50 € et c'est pas remboursé.
Et voilà, on se dit, on est bien lotis en France quand même. Voilà, je pense que c'est assez commun à Léa, ouverture d'esprit et le recul, la confiance en soi. Moi, ça m'a, je pense, énormément apporté. Je ne pense pas que j'aurais créé une entreprise aussi vite et aussi jeune, entre guillemets, sans mon expérience à l'international, puisque finalement, j'ai été livrée à moi-même et en créant l'entreprise, j'ai été livrée à moi-même aussi. Je suis toujours livrée à moi-même. Et c'est sûr et certain que tout ce que j'ai appris pendant ces années à l'étranger m'a apporté beaucoup. Oui, parce que la capacité à entreprendre, hein, ça demande. On retrouve ces compétences-là dans le côté entrepreneuriat, hein, effectivement. Oui. Et puis après, je pense qu'aussi, on apprend beaucoup l'autonomie et c'est peut-être aussi compliqué de. Je pense pas que ce soit compliqué d'être en entreprise, puisqu'après, on peut avoir des postes où on a aussi de l'autonomie et des responsabilités, mais c'est sûr que ça donne envie d'être autonome et responsable tous les jours de ce qu'on fait, quoi. C'est sûr. Et une autre compétence aussi, tu me parlais du fait d'aller vers les autres, notamment dans le cadre d'une expérience que tu as eue en Irlande où bah, voilà, tu as dû aller vers les autres spontanément, alors que ça, c'est pas une compétence innée non Oui, plus. c'est ça. Alors, c'était pas en Irlande, c'était au Canada, c'était pendant mon stage de deuxième année où j'étais en stage dans une start-up en marketing. Et donc, on faisait beaucoup d'after-work où il voulait faire connaître son entreprise. Et aussi, il m'a envoyé faire du porte-à-porte pour distribuer des flyers au commerce. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que c'était quelque chose qui était compliqué pour moi et où j'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, 5 ans après, je me suis retrouvée à un after-work pour vendre mon entreprise. Je suis arrivée, j'étais seule. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est pareil que quand j'étais à Montréal. Allez, on y va. Et je me suis dit, ouais, c'est génial parce qu'on fait des choses. On fait des choses et puis on peut peut-être se dire que ça ne nous servira jamais ou que c'était bien, mais il n'y aura pas de suite. Et aujourd'hui, plus j'avance et plus je me dis, ah, mais en fait, ce que j'ai fait là, ça me sert maintenant, ou ce que j'ai fait à cette période, ça me sert là, et, et rien n'est perdu, rien. Merci, merci. Très intéressant, hein, ces retours d'expérience. Et toi, Léa, l'impact sur ton projet professionnel, ta vie professionnelle, est-ce que tu vois un lien? Alors moi, mon premier travail que j'ai retrouvé en revenant d'Australie, il était clairement dedans puisque j'ai travaillé dans le milieu du tourisme. Donc ça, évidemment, la connaissance du monde et les connaissances linguistiques, ça a été plus qu'utile. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis là, donc, comme je disais, je travaillais à l'université au contact aussi des étudiants internationaux qui viennent à l'accueil. Et puis voilà, Pauline, c'est déjà abouti, mais moi, j'ai aussi un projet de création d'entreprise. Et du coup, je me retrouve dans ce que vient de dire Pauline sur les compétences qu'il faut. Je reviens à la débrouillardise que je disais tout à l'heure. Oser aller voir les gens, oser entreprendre. Tout ça, c'est des compétences, bien sûr, que j'ai acquises aussi pendant mes années à l'étranger. Très bien. On voit un peu le trait d'union là entre les compétences que vous avez acquis grâce à votre expérience à l'international et aujourd'hui, on a deux futures ou entrepreneuses, en tout cas l'esprit d'entreprendre. Ça, c'est vrai que ça demande des compétences bien particulières et c'est le point de rencontre finalement de vos témoignages. Une question pour Pauline qui est formatrice, donc c'est ton travail hein, au quotidien. Tu enseignes l'anglais à des personnes qui réclament auprès de toi des cours particuliers, notamment. Est-ce que selon toi, l'anglais et les langues d'une manière générale, c'est important pour trouver un emploi en France? Ça, c'est certain. Donc j'ai beaucoup de monde, j'ai beaucoup de personnes, surtout des adultes qui ont déjà pas mal d'années d'expérience professionnelle, qui ont besoin de l'anglais pour accéder à des promotions ou accéder à d'autres postes. J'ai par exemple l'exemple d'un client qui lui était chef d'entreprise, qui vendait son entreprise et qui recherchait un poste en salariat. Et tous les postes auxquels il applied, je ne l'ai pas en français, Postulet.
postulait, il avait besoin de l'anglais pour ses postes. Et donc, on a fait une formation professionnelle pour l'aider à se remettre à niveau. Et on a échangé sur ce sujet la semaine dernière ensemble. Et vendredi, j'ai encore rencontré quelqu'un qui m'a dit pour les prochains postes que je souhaiterais avoir, j'ai besoin d'améliorer mon anglais, j'ai besoin de l'anglais. Et je pense que plus on apprend jeune, plus c'est facile. Et c'est même pas, je pense, c'est une certitude, je le vois par rapport aux personnes que j'ai, puisque j'ai aussi des enfants. Donc j'ai des petits de 3-4 ans et j'ai des adultes de 56, 57, 58 ans. Et c'est sûr que plus on le fait jeune et plus c'est facile. Et en plus, aujourd'hui, c'est tellement un atout que, que forcément, ce sera un plus sur le CV. Et c'est pareil, donc moi je suis basée plutôt en Isère où il y a quand même beaucoup d'entreprises et je connais des personnes qui travaillent dans des entreprises qui sont initialement françaises où elles n'ont jamais eu besoin de l'anglais et là où elles ont été rachetées par des Anglais, par des Belges et où tous les mails sont en anglais, toutes les communications sont en anglais et où il n'y a plus de choix. Ouais, donc c'est une réalité, c'est incontournable. C'est sûr. Ouais, merci. Alors, pour finir, si on s'adresse aux étudiants qui nous écoutent là ce matin, qui ont peut-être envie de se lancer, voilà, vous leur avez donné envie de vivre une expérience à l'international, vu on voit tout ce que ça vous a apporté, hein, vous êtes rayonnante, épanouie aujourd'hui, vraiment avec des beaux projets. Du coup, quels conseils vous pourriez leur donner en 2 mots environ à ces étudiants? Léa? N'hésitez plus. Parfait. Et toi, Pauline? Je vais dire en anglais, do it. Et après, vous pourrez dire I did it. Voilà, exactement. On a le cours d'anglais en prime. Merci. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages, hein, parce qu'on a bien compris que voilà, c'est des expériences extrêmement riches. Vous avez vraiment acquis des compétences claires, identifiées suite à ces expériences qui aujourd'hui, on voit l'impact clairement sur votre projet professionnel aussi. Donc, merci beaucoup. Avec votre franchise aussi, votre recul sur les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer, mais vous l'avez fait et apparemment, vous vous portez très bien. Donc, merci beaucoup, Léa, Pauline. Maintenant, on va pouvoir continuer dans notre voyage dans ce workshop avec les opportunités internationales qui sont proposées à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc, avec Amandine Fleurier qui est responsable du bureau UNITA. Amandine, bienvenue. Merci. Alors, Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi partir et puis quel avantage en tant qu'étudiant on a à partir et quel impact ça peut avoir sur leur avenir professionnel? Oui, donc on a eu là 2 cas très concrets, mais c'est pas des cas isolés. En fait, il y a eu des études par la Commission européenne de l'impact d'un échange Erasmus, mais du coup qui peut s'appliquer à des échanges plus larges hors de l'Union européenne et du programme Erasmus, sur le futur professionnel des étudiants qui bénéficient de ce programme. Et donc, je vais pas vous donner tous les chiffres qui sont écrits là, vous pourrez retourner voir les slides, mais on voit que ça diminue le risque de chômage de long terme, ça accroît la curiosité, l'adaptation, la confiance en soi, la capacité à résoudre des problèmes, ce qui est exactement ce que Pauline et Léa nous ont dit en fait. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. On a aussi du coup un taux de chômage effectivement qui est diminué 5 ans après l'obtention du diplôme, une plus grande une plus grande employabilité à l'étranger, bien sûr, puisque ça montre que vous êtes déjà parti, que vous avez déjà fait ce premier pas à l'international et donc que vous serez capable de le refaire dans votre avenir professionnel pour un job. Et ces chiffres sont vraiment étonnants, hein. Je me permets de rebondir. On voit vraiment l'impact sur l'employabilité des étudiants qui ont vécu une expérience
à l'étranger, hein. Il ne nous est pas dit forcément la durée en plus. Non, mais je pense que comme Pauline et Léa l'ont très bien expliqué et que c'était repris dans la slide d'avant, ça a vraiment beaucoup de compétences qui sont développées en partant. Et voilà, l'adaptation, savoir se débrouiller par soi-même, être dans un environnement inconnu et voilà qu'il faut dompter un petit peu. Oui. Et ça, c'est vraiment des compétences dont vous aurez besoin dans votre avenir professionnel et que les employeurs savent reconnaître. Et même si vous êtes sur un poste franco-français, disons, sans interaction à l'international, ces compétences seront valorisées parce qu'on sait ce que ça a apporté dans le parcours personnel et les compétences que ça peut apporter du coup au niveau professionnel. Et puis, un dernier chiffre, donc c'est après au niveau peut-être plus personnel, moins professionnel, mais il y a aussi beaucoup plus d'étudiants qui ont fait le programme Erasmus qui s'installent dans un pays étranger après leur diplôme ou qui s'imaginent plus facilement vivre à l'étranger, qui partagent leur vie avec une personne de nationalité différente ou qui ont rencontré leur conjoint ou partenaire de vie pendant leur séjour à l'étranger. Donc là, c'est quand même formidable. C'est formidable. Voilà, on part. Ça, c'est vraiment, ça montre qu'il n'y a pas qu'un impact professionnel ou dans votre parcours académique. C'est vraiment une expérience personnelle. Si vous rencontrez votre conjoint ou votre conjointe, c'est vraiment, c'est très particulier. Oui. C'est une expérience incroyable au niveau personnel. Oui, ça montre l'impact au niveau humain aussi. Exactement. Finalement. Et puis souvent, comme Léa et Pauline aussi me disaient qu'elles ont encore gardé des contacts avec des personnes qu'elles ont rencontrées à l'étranger. Donc ça, c'est formidable d'avoir des amis aux quatre coins du monde et en plus rencontrer l'âme sœur. Que demander de plus? Voilà. Tu nous fais rêver, Amandine. Alors, quelles opportunités pour les étudiants qui nous écoutent, qui souhaitent partir à l'étranger? Quelle opportunité s'offre à eux? Alors, vous avez plein de possibilités. Donc, au niveau des études, j'y reviendrai un peu après, mais il y a les échanges Erasmus et les échanges à travers le monde. Donc, comme l'a dit Léa tout à l'heure, Erasmus, c'est un peu plus encadré puisque c'est au sein de l'Union européenne. Donc, voilà, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Il y a l'auberge espagnole, tout ça qui avait bien démocratisé Erasmus. À travers le monde, c'est des accords plus particuliers, mais j'y reviendrai. Pour le travail, vous pouvez bien sûr envisager vos stages ou jobs d'été à l'international, si ce n'est pas obligatoirement en France. Et tout à l'heure, Pauline nous disait qu'elle avait fait son stage au Canada. Et vous pouvez aussi envisager, après vos études, le volontariat international en entreprise ou en administration. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler plus sous forme d'abréviation VIE ou VIA. Donc, c'est des missions à l'étranger dans des entreprises ou des administrations françaises. C'est de 6 mois à 2 ans. Donc, il faut avoir entre 18 et 28 ans. Vous pouvez commencer jusqu'à la veille de vos 29 ans. Il faut être citoyen de l'UE. C'est des missions qui sont rémunérées avec des congés. Là, on voit les chiffres, 92% des jeunes sont recrutés à la fin de leur mission. Donc, c'est quand même très encourageant parce que c'est un vrai tremplin vers l'emploi, puisque même si vous êtes dans ce cas-là employé, enfin vous avez un poste, c'est quand même un contrat assez particulier, mais qui mène vers des contrats, disons, plus classiques. C'est très intéressant pour l'insertion professionnelle des étudiants. Exactement. Vraiment, et là, c'est la possibilité en fait d'aller à l'étranger en restant avec un employeur français, donc où vous allez, même si voilà, il faudra certainement parler la langue du pays ou l'anglais, voire les deux, mais dans votre quotidien au travail, vous serez aussi amené à parler français, donc ça peut être aussi une bonne opportunité de partir et que ce soit un peu moins intimidant. Sans parler toute la journée anglais au travail. Tout à fait. Et donc, on voit dans les liens que tu as mis en dessous, si ça les intéresse. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur les 2 liens que je vous ai mis. Vous aurez plus d'informations. Voilà, allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, vous pouvez partir pour des raisons moins académiques ou professionnelles. Encore une fois, l'international, c'est pas que ça. Donc, vous pouvez partir pour des voyages, bien sûr, passer des vacances à l'étranger. Ici, on est à côté de la frontière avec la Suisse et l'Italie, donc voilà, c'est pas très loin. Mais vous pouvez aussi faire des visas travail-vacances, dont Léa parlait, ce qu'elle a fait en Australie. Donc, c'est des visas pour les 18-30 ans. C'est dans 16 pays dans le monde.
En fait, c'est une expatriation qui est touristique, culturelle et professionnelle. On part, on a la possibilité de travailler et de faire du tourisme. Puisque normalement, les visas sont assez encadrés. On a un visa professionnel, un visa étudiant, un visa de tourisme. Là, vous pouvez faire les deux. Et donc, ça vous permet de voyager, de faire des petits jobs. Par exemple, en Australie, il y a beaucoup du woofing dans des fermes. Et du coup, c'est vraiment un moyen de voyager tout en gagnant de l'argent, en ayant une expérience professionnelle en même temps qu'une expérience touristique. Et donc là, pareil, vous pouvez, je vous ai mis le lien que vous pouvez aller voir, mais là, les accords sont non actifs en raison de la pandémie, donc il faudra patienter un petit peu. Mais voilà, c'est temporaire et c'est une belle opportunité. En plus, c'est que des pays hors Hors Union européenne, exactement. C'est vrai que là, c'est très intéressant parce que c'est pas toujours. C'est bien qu'il y ait des accords parce que et c'est des accords spécifiques avec la France, par exemple pour l'Australie. Enfin, il y a vraiment une forte coopération France-Australie et c'est des accords que tous les pays, même tous les pays de l'Union européenne, n'ont pas. Donc voilà, on a vraiment, c'est vraiment une belle opportunité pour partir. Et pour rester en Europe, vous avez le pass Interrail, qui est un pass ferroviaire pour découvrir l'Europe en train, avec des offres et des réductions pour visiter différents pays à travers l'Europe. Donc vous pouvez planifier vos vacances d'été avec des escales dans divers pays. Et pareil, je vous ai mis le lien que vous pouvez aller consulter. Très, très intéressant. Hein. Ça, je pense que même si on n'est pas étudiant, je pense que c'est bon à savoir. On est très content. Alors, on sait que l'Université de Savoie-Mont-Blanc est connue pour son dynamisme avec l'international. Du coup, concrètement, où est-ce qu'on peut partir quand on est étudiant, Amandine ? Alors, vous pouvez partir là, on vous a mis une carte. Donc, il y a bien sûr le programme Erasmus en Europe. Il y a des programmes spécifiques pour les États-Unis et le Canada qui s'appellent ICEP et BCI. Et à travers le monde, il y a diverses conventions bilatérales. Donc là, c'est vraiment l'Université Savoie-Mont-Blanc qui a un lien avec une université dans le monde, en Australie, en Indonésie, que sais-je, au Japon même. Voilà, donc ça c'est vraiment des partenariats spécifiques. Je vous invite pour avoir plus d'informations, suivre le lien que j'ai mis en dessous. Il y a eu une présentation le mois dernier sur la mobilité internationale par la Direction des Relations internationales. Vous retrouverez en fait toutes les règles pour partir avec les différents programmes. Il faut savoir que par exemple pour les États-Unis, il faut passer le TOEFL, qui est un test du niveau d'anglais qui est exigé pour partir, qu'il faut payer. Donc voilà, c'est des choses bonnes à savoir. Donc voilà, il faut que vous cliquiez sur le lien. Après, vous allez dans Guide pour la mobilité, pourquoi et comment partir, et vous aurez toutes les informations beaucoup plus détaillées que là. C'est sur le site internet de l'USMB. C'est sur le site internet de l'USMB. Et au sein de l'Union européenne, donc on a le programme Erasmus et on a à l'USMB une petite particularité qui est l'Université européenne UNITA. Mais alors, on en entend de plus en plus parler, UNITA, mais c'est quoi exactement UNITA ? Donc UNITA, c'est UNITA Universitas Montium, c'est une université européenne dont vous faites tous et toutes partie. Donc les universités européennes existent depuis 2019, c'est une initiative de la Commission européenne. L'objectif, c'est de fédérer des universités à travers l'Europe. Donc UNITA fédère 6 universités, je vous montrerai la carte après, du Portugal, Espagne, France, Italie et jusqu'à la Roumanie. Donc très vaste à travers l'Europe plutôt. Et l'objectif, c'est de proposer aux étudiants et aux étudiantes des opportunités pour donner une dimension plus européenne et internationale à leur cursus, même s'ils restent à l'USMB. Et du coup, je vous propose de visionner une vidéo de présentation qui sera peut-être plus éloquente que mes explications. Sono molto felice di annunciare che l'Università di Torino, insieme a l'Université de Pau et des Pays de l'Ado, Universitatea de Vest Timișoara, Universidad de Benedrio, l'Université Savoie-Mont-Blanc, Universidad de Zaragoza. Sono state selezionate tra le 24 alleanze vincitrici della Call European University Initiative 2020. Nous allons travailler ensemble à renforcer l'espace académique
européen en construisant un nouveau paradigme d'intégration des universités européennes. A noi studenti il progetto UNITA darà l'opportunità di studiare in più università, conoscere persone e vivere culture diverse. UNITA nos va a permitir compartir espacios de investigación tanto presenciales como virtuales, desde la óptica del enriquecimiento mutuo de los socios y todo ello a través del intercambio de ideas y competencias. Mă numesc Denisa Ungurian și studiez patrimoniul cultural la Universitatea de Vest din Timișoara. Je suis Alix et j'étudie la mécatronique en cycle ingénieur à Polytech Anse Chambéry. Sou Afonso Gomes e estudo ciência política. Je suis Baptiste Peyrou, j'étudie le droit européen. Soy Cristina Spriche, estudiante del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad de Zaragoza. Je suis Alexandre et j'étudie la biologie au sein de la licence biologie-écologie. Neste projeto, as nossas universidades incentivam a reflexão sobre a identidade europeia junto dos cidadãos e dos territórios em que as nossas universidades estão localizadas. Aderând la UNITA, contribuim la dezvoltarea unei noi idei, cea de Universitate Europeană, prin munca depusă pentru mobilitatea sustenabilă și incluziunea teritoriilor montane și de graniță. Le projet UNITA est basé sur une approche communicative innovante qui utilise l'intercompréhension entre nos langues romanes pour promouvoir la diversité linguistique en Europe. Donc voilà, vous avez vu la vidéo avec le nom de toutes les universités, vous avez la carte là. Donc il y a 2 universités en France, l'USMB et l'UPPA, donc l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Il y a aussi plusieurs campus, notamment à Bayonne, sur la côte. Et donc UNITA regroupe 165 000 étudiants, donc 15 000 à l'USMB, mais vous faites maintenant partie de cette communauté de 165 000 étudiants. Et nos universités ont tous des points communs, donc on est dans des zones rurales et montagneuses, des régions transfrontalières, et on parle toutes des langues romanes. Et je vous ai mis les langues en bas, donc espagnol, français, italien, portugais et roumain, parce que le roumain est une langue romane. Tout à fait. Très, très intéressant. Merci. Et la vidéo aussi, qui illustrait bien vraiment UNITA et toute la richesse culturelle qu'il y a derrière. Et du coup, quelles opportunités pour les étudiants à travers UNITA? Eh bien, d'abord, une limitation de la barrière de la langue. Donc, Pauline et Léa en ont parlé un peu tout à l'heure. Et vous en avez entendu parler dans la vidéo à la fin, l'intercompréhension. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui permet à chacun de parler sa langue et de comprendre les autres. C'est-à-dire que là, si vous rencontrez un Italien et qui ne parle pas français et que vous ne parlez pas italien, vous allez pouvoir vous comprendre du fait que nos langues ont des racines communes. Ça marche vraiment qu'avec des langues de racines communes, donc ça marche entre langues slaves, entre langues scandinaves, nous entre langues romanes. Ça ne va pas marcher entre un français et un suédois puisque les racines ne sont pas communes. Mais en fait, l'intercompréhension, c'est déjà premièrement une ouverture d'esprit. Donc, se dire, c'est pas parce que la personne parle une autre langue que je ne comprends pas, je vais essayer de comprendre ce que je peux, même si je ne comprends pas tout. Mais c'est aussi tout un tas d'outils qu'on vous donne. C'est vraiment une méthode et il y a des cours pour que ça. Et depuis la rentrée là, 2021-2022, vous pouvez prendre les cours d'intercompréhension en LV2 à l'USMB. Et ça a des vrais avantages puisque ça vous permet de préparer votre mobilité et de partir dans un pays sans parler couramment la langue. Donc ça enlève un peu cette angoisse de ne pas parler couramment une langue et vous serez en mesure de suivre les cours, même si voilà, vous ne parlez pas couramment l'italien ou l'espagnol. C'est formidable ça, l'intercompréhension. Ça veut dire que je peux parler avec quelqu'un qui parlerait portugais, espagnol, roumain, et on peut se comprendre. On peut se comprendre. Alors bon, faudrait suivre un peu une formation au moins d'initiation parce que bon, avec l'italien et l'espagnol, c'est peut-être plus proche. Avec le roumain, c'est peut-être un peu moins proche. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, on ne comprend pas forcément les Portugais qui ont un accent spécifique. Enfin, moi, je comprends assez bien le portugais à l'écrit, mais à l'oral, pas encore. Donc, c'est aussi un peu cette gymnastique du cerveau.
Mais ça, c'est vraiment un des projets phares d'UNITA, c'est de promouvoir le multilinguisme. On n'est pas contre l'anglais, bien sûr. D'ailleurs, nos amis roumains proposent beaucoup de cours en anglais. Donc ça, c'est peut être bien à savoir pour les étudiants qui veulent partir. Mais c'est aussi de se dire, les langues romanes, ça va être 2 milliards de locuteurs dans le monde en 2050. Donc c'est énorme, parce que c'est pas que l'Europe, c'est toute l'Amérique latine, l'Afrique, même en Asie. Et donc c'est un vecteur d'internationalisation, même si on s'en rend pas forcément compte. Et c'est un peu remettre au centre et puis se dire, c'est pas parce que je parle pas couramment anglais que je peux pas partir ou étudier à l'étranger. Oui, donc faut pas que Pauline nous entende là. On n'est pas contre l'anglais. Hein. Il n'y a pas que l'anglais. Voilà, il y a beaucoup d'autres langues, mais il y a bien sûr aussi l'anglais. Voilà. C'est très intéressant. Donc si en tant qu'étudiante, je veux bénéficier d'un cours d'intercompréhension, je viens voir UNITA. Non, c'est dans la maquette. C'est quand vous choisissez vos cours en début d'année avec les référents pédagogiques. En LV2. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. D'autres opportunités? Oui, du coup, UNITA, c'est aussi l'idée que les étudiants puissent avoir un parcours plus souple et plus international. Donc là, concrètement, il y a 2 offres qui s'offrent à vous. Il y a la possibilité de suivre un cours d'une des autres universités de l'Alliance en restant à l'USMB. C'est-à-dire que là, c'est déjà ouvert, ça existe déjà. Il y a certains d'entre vous qui le font déjà, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent. C'est la possibilité de se dire, j'étudie la sociologie, je vais prendre un cours de sociologie avec l'université de Saragosse, en distanciel du coup, mais en espagnol. Donc c'est déjà une première étape vers une internationalisation en restant à la maison, entre guillemets. Ça peut être soit vous comptez pas partir à l'étranger, mais vous êtes quand même intéressé d'avoir ces cours en langue étrangère, ou vous voulez préparer votre mobilité en vous disant, voilà, l'année prochaine, je pars en Espagne, je vais déjà tester de prendre un cours en espagnol, maintenant que je suis en France, en prendre un seul, et c'est un peu un entraînement. Et je peux le valoriser après au même titre que si j'étais allée sur place sur mon CV, je peux dire j'ai suivi des cours de l'université de Saragosse. On a la possibilité, donc ces cours, soit ils sont en substitution d'un de vos cours, donc ça c'est bien sûr en accord avec votre référent pédagogique, ou en option. Si voilà, je sais pas, vous étudiez la chimie mais vous voulez prendre un cours de sociologie en espagnol, c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible de le valoriser. Et on a aussi du coup le deuxième dispositif qui s'appelle la Flexibility Window. Donc là, c'est quand vous partez en Erasmus pour un semestre ou une année dans une des universités de l'Alliance UNITA, vous pouvez choisir 20% de vos cours hors des maquettes. C'est-à-dire choisir un cours qui n'a un peu rien à voir. Vous faites de la chimie, vous voulez prendre un cours de socio, voilà, ou prendre un cours de théâtre, j'en sais rien. Mais ça vous, du coup, laisse l'opportunité, quand vous êtes à l'étranger, d'un peu vous ouvrir sur d'autres choses. Et là, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et de l'ouverture académique aussi. Donc, voilà, c'est la possibilité de diversifier vos apprentissages et votre parcours. Merci. Encore d'autres opportunités? Alors, oui. Pardon. Pas de souci. Non, du coup, je vais commencer. Vous pouvez découvrir un univers professionnel puisqu'on propose avec UNITA des stages qui visent le développement des territoires. C'est-à-dire que vous pouvez, un Roumain pourrait venir ici, dans toute la Savoie ou Haute-Savoie, faire un stage entre 2 semaines et 2 mois pour développer le territoire, c'est-à-dire qu'il pourrait travailler pour une commune, un office de tourisme, peut-être une ferme, mais pas l'entrepôt Amazon. Voilà, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur le territoire. Donc voilà, il y a 2 types qui sont en train de se développer. Il y a les mobilités rurales qui sont ça, entre 2 semaines et 2 mois. Plus l'été, ce sera plus peut-être des sortes, disons, de jobs d'été. Et on est en train de développer aussi les stages UNITA qui là seront plus longs parce que par exemple il y en a beaucoup dans votre cursus, vous avez des stages obligatoires de 3 à 6 mois voire plus, et l'idée ce serait de pouvoir le faire à l'étranger au sein d'un des pays UNITA.
Et là, on vous propose des cours d'intercompréhension avant de partir, une formation pas très longue, mais qui permet quand même de mettre le pied à l'étrier et de vous débrouiller. Et il y a des stages soit individuels, mais il y a aussi des stages en groupe avec d'autres étudiants internationaux. Et l'idée, là, c'est mobilités qui sont plus courtes, 2 semaines, 2 mois. C'est que vous soyez logé et nourri. Donc, pas forcément rémunéré, vu que la durée est assez courte, mais logé et nourri. Et du coup, peut-être logé en groupe. Et il y a eu une expérience l'année dernière avec des étudiants qui sont allés en Italie, qui ont travaillé pour une commune, qui ont par exemple rebalisé des chemins de randonnée, qui ont fait tout un tas de petites choses comme ça. Et ils étaient 6 étudiants de 4 pays différents. Et ils ont vécu dans le même appartement pendant 2 mois. Et du coup, ça a vraiment été une expérience professionnelle, mais aussi humaine. Et on y revient tout le temps. C'est pas que du professionnel ou de l'académique, c'est beaucoup d'humain. Et ça, pour vous, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une expérience professionnelle assez courte, parce que s'il y en a qui font 2-3 semaines, ça peut être juste un essai et se dire, allez hop, je vais en Espagne. Mais un aussi, tremplin vers une expérience plus longue aussi. Parce que ça peut faire peur de partir un semestre, 1 an. Enfin, c'est quand même long. Alors que là, 2 semaines, c'est comme des vacances. Oui, voilà. C'est pas trop long. C'est aussi l'occasion pour vous d'aller découvrir des nouvelles montagnes, parce que on est tous dans des zones montagneuses, donc aller découvrir les Pyrénées pendant 2 mois. L'année dernière, il y a un étudiant qui a gardé un troupeau de chèvres au Portugal en montagne pendant 2 mois. Il était super content. Et voilà, possibilité de partir sur une période plus courte, ce qui, à mon sens, est quand même encourageant pour ceux qui hésitent à se lancer. Là, c'est une première expérience qui peut être bien. Et puis l'aspect professionnel aussi, je trouve que c'est très intéressant parce que si on redoute un petit peu d'être dans un amphi, un petit peu dans une autre université, là, c'est vraiment professionnel, professionnalisant. Donc, c'est très intéressant aussi. Oui, et puis ça, c'est vrai que vous pouvez le valoriser sur votre CV. Voilà, dire je suis partie en stage ou en mobilité pendant 1 mois au Portugal. Et ça montre aussi la flexibilité, l'adaptation, l'envie de découvrir autre chose. Et je pense que c'est à valoriser effectivement dans votre CV. Tout à fait. Et enfin, vous avez la possibilité de rencontrer du coup d'autres étudiants, puisque vous êtes 165 000. Donc il y a des écoles thématiques toute l'année. C'est ce qu'on appelle école d'été ou école d'hiver. Vous avez déjà dû recevoir des mails là-dessus. Donc là, c'est toute l'année dans toutes les universités sur des sujets complètement différents et variés. Il y en a eu une récemment à l'université de Pau sur le polar en langue romane. Donc voilà, vraiment très spécifique, mais on a un étudiant de l'USMB qui y est allé, qui était ravi, mais il va y en avoir d'autres sur vraiment des sujets très larges. Et donc ça vous permet là aussi de partir, de se dire, je pars, c'est 1 semaine en général, maximum. Je pars 1 semaine, ça vous permet de rencontrer d'autres étudiants, de plancher sur une thématique qui vous intéresse, et puis de découvrir autre chose. Et puis, il y a des projets de campus aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Tour du Mont Blanc l'année dernière. C'était au mois de juin. Donc, c'était un projet international avec 10 pays différents. Avec le Covid, finalement, il n'y avait plus que les universités UNITA. Toutes les autres ayant dû annuler pour des raisons sanitaires. Mais c'était des étudiants qui ont fait un trail sur le Mont Blanc. Enfin, trail, oui. Non, trek. Voilà, c'était vraiment un projet à la fois sportif et culturel, puisqu'ils étaient en équipe multiculturelle, donc mélangés. Et ils avaient non seulement des challenges sportifs, que c'était quand même assez intense, mais aussi un challenge culturel et international, puisqu'ils devaient produire une vidéo sur la place du sport à l'université. Et l'équipe gagnante, puisqu'il y a eu un vote sur la meilleure vidéo, a pu partir à Bruxelles le mois dernier pour rencontrer des commissaires européens et faire la promotion de ce projet. Donc voilà, c'est vrai que ce genre de projet a été un peu bloqué à cause de la pandémie, mais il y a des choses comme ça un peu plus fun, un peu moins académiques. Il y a eu des cafés des langues organisées par l'Université de Pau en ligne. Vous êtes pas mal à avoir participé l'année dernière. Et voilà, ça va y en avoir de plus en plus. Il faut juste que ça se calme un peu au niveau sanitaire. Et j'en profite pour dire que l'Université Savoie-Mont-Blanc organise un week-end UNITA pour les 1 an de l'Université européenne, les 11 et 12 décembre, à la station de la FECLA.
Vous avez dû recevoir des mails à ce sujet. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Vous aurez notre adresse mail à la fin. Il y a assez peu de place. Voilà, vous aurez toutes les infos. Mais si ça vous intéresse, il y aura des étudiants des autres universités de l'Alliance, que ce soit vraiment international. Ils sont présents en ce moment. Oui, et d'autres qu'on fera venir pour le week-end pour que ce soit vraiment d'un peu partout. Super, voilà. Super. Alors, on a vu tout à l'heure que la question du financement pouvait freiner certaines personnes face à ces expériences. Comment concrètement on peut financer ces mobilités, Amandine? Oui, alors du coup, vous avez plusieurs possibilités. Donc, pour les semestres d'échange, vous avez la bourse régionale pour la mobilité étudiante. Si vous partez dans le cadre d'Erasmus, la bourse Erasmus+, et des autres bourses pour les autres programmes qui sont spécifiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, BCI pour le Canada, ICEP pour les États-Unis. Et pour les boursiers sur critères sociaux, vous pouvez conserver ces bourses et en plus avoir l'aide à la mobilité internationale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. J'ai oublié. Donc c'est important de noter, là je l'ai mis en gras, en rouge pour que vraiment vous le voyez bien, c'est que ces bourses, ça constitue une contribution aux frais de séjour. C'est pas un financement complet de votre séjour. C'est-à-dire que en gros, elle vise à compenser le surcoût de vie qui est engendré par le fait d'aller étudier à l'étranger. Mais ça ne va pas tout vous payer puisqu'on considère que déjà, vous avez des frais à engager en France en tant qu'étudiant français pour la nourriture, le loyer, etc. Donc là, c'est vraiment un apport en plus. Pour plus d'infos, vraiment, je vous invite à aller voir ce guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont on a fait la présentation au mois d'octobre. Vous aurez vraiment toutes les infos avec beaucoup de détails, où demander quand, comment, quels sont les montants aussi. C'est très détaillé, c'est très précis, on n'a pas le temps là, mais je vous invite à aller voir et à vous renseigner. Et du coup, ça, dans le cadre d'UNITA, donc on est dans l'Union européenne, donc c'est le Erasmus, c'est le cadre Erasmus qui s'applique. Donc, pour les échanges, c'est comme pour les autres. Vous avez bourse Erasmus, bourse régionale, bourse sur critères sociaux si jamais. Pour les stages, vous avez la possibilité de demander une bourse région si le stage fait au moins 4 semaines et une bourse Erasmus+, si elle fait au moins 8 semaines. Et puis, vous pouvez vous faire rembourser les frais de transport par l'USMB si vous empruntez un moyen de mobilité éco-responsable, c'est-à-dire vélo, covoiturage, train. En gros, à peu près tout, sauf la voiture que vous prendrez tout seul ou l'avion. Voilà. Et puis pour les écoles thématiques dont je vous ai parlé, écoles d'été et d'hiver, les frais de déplacement sont pris en charge par l'USMB et les frais sur place, nourriture et hébergement sont pris en charge par l'université d'accueil. Dans tous les cas, quand vous partez, vous serez en contact avec nous et vous n'hésitez pas à nous poser vos questions, on vous répondra. Voilà qui est très rassurant. Oui. Voilà, donc si vous avez des questions sur UNITA, vous avez l'adresse UNITA Office. Pour les demandes de bourse ou les questions plus générales sur les autres programmes, vraiment hors UNITA, vous avez l'adresse de la direction des relations internationales. Et puis, vous avez toutes les infos sur le site de l'USMB. Il y a une rubrique UNITA. Vous avez vraiment toutes les infos, les appels à projets en cours pour les écoles thématiques, etc. Donc, je vous invite à y aller. Mais si vous avez des questions, vraiment, venez vers nous parce que voilà, je pense qu'on vous a montré plein d'outils qui permettent de faciliter les mobilités au niveau financier, même au niveau psychologique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des craintes, on est là pour y répondre. Merci Amandine. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. En fin d'atelier, Amandine pourra répondre aussi à vos questions si vous avez besoin de plus de précision. Puis, vous avez tous les liens ici sur le document. Merci beaucoup pour cette présentation d'UNITA et on voit vraiment la grande richesse d'opportunités qui sont offertes à l'USMB pour les étudiants. Donc, c'est vraiment des très, très beaux projets. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect vraiment pratique de la mobilité à l'international avec les questions de protection sociale. Donc, on va accueillir une autre intervenante, c'est Mathilde Jean de la société AMI. Bienvenue Mathilde. Merci, bonjour à tous. Alors Mathilde, voilà, les étudiants là sont motivés, ils veulent partir à l'international après tout ce qu'ils viennent d'entendre, mais il y a un certain nombre de démarches à réaliser avant le départ.
et notamment ce qui concerne la couverture médicale. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et comment éviter les mauvaises surprises? Complètement, le sujet de la santé, et on l'a vu aussi avec l'expérience de Pauline en Irlande, c'est vraiment un sujet clé en fait de votre départ à l'international. Déjà pour commencer, je me présente, donc je m'appelle Mathilde, je travaille pour EMI qui est un acteur référent et expert de la protection sociale étudiante, et en fait on est ici, on travaille auprès des établissements et des étudiants pour faciliter votre compréhension de la protection sociale à l'international, et tout ça dans un but de la rendre plus accessible, de rendre le départ à l'étranger plus accessible, que ce soit en stage ou en échange. Donc c'est pour ça aussi qu'on propose notamment des solutions qui sont simples, qui sont digitales, accessibles pour votre santé à l'international. Donc notre objectif aujourd'hui, et c'est la slide suivante qui présente le programme, c'est de participer à la préparation de votre départ en vous présentant de manière concise en 15 minutes comment fonctionne la protection sociale à l'international. Donc encore une fois, avant de démarrer, c'est le premier sujet, je souhaitais revenir brièvement sur la manière dont ça fonctionne en France. Parce que pour être bien couvert à l'étranger pendant son stage ou en échange, c'est important de comprendre les mécanismes de protection sociale en France et les grands principes, parce que vous allez voir, ils vont se dupliquer, notamment en Europe. Donc en tant qu'étudiant, il faut que vous ayez en tête que vos frais de santé en France sont pris en charge par 2 organismes. D'abord, la sécurité sociale, l'assurance maladie, qui est gérée par l'État, et d'autre part, votre complémentaire santé, plus communément appelée mutuelle. Le remboursement des frais se fait du coup en 2 temps, d'abord par l'État, et en moyenne 70% de vos frais de santé, notamment pour une consultation chez le médecin, et ensuite par votre mutuelle pour le reste à charge. Vous l'aurez compris, le message il est très simple. Il y a l'État qui rembourse une partie de vos frais ou qui prend en charge en cas d'hospitalisation, et puis la mutuelle qui rembourse le reste. Sans mutuelle, il y aura forcément un reste à charge. Et ça, c'est important de l'avoir en tête pour l'international. Et maintenant, oui, pardon. Oui, justement, quand on part, là c'est pour la France, et quand on est en Europe ou hors Europe, comment ça se passe, Mathilde? Eh bien, j'y viens. Du coup, partons à l'étranger. 2 grands principes de fonctionnement. D'abord en Europe et après hors Europe. Donc là, c'est la slide juste précédente, voilà. Pardon. Juste après, c'est bon. Donc là, on est en Europe. Donc en Europe, il y a un principe de fonctionnement qui est simplifié, qui est optimisé grâce à la carte européenne d'assurance maladie. Généralement, quand on part en Europe, on a tous le bon réflexe de prendre sa carte européenne d'assurance maladie. Il faut la demander 2 mois avant le départ auprès de la sécurité sociale en France. Une fois qu'on est parti, on ne peut plus la demander. Et elle est très utile. Par contre, généralement, on ne sait pas trop à quoi elle sert. Du coup, c'est toujours la slide précédente. Voilà, donc on ne sait pas trop à quoi elle sert cette carte, mais en revanche, elle permet d'accéder au système de santé du pays d'accueil, système de santé public. On peut aller à l'hôpital, on peut aller dans des centres de santé publics et on n'aura pas de dossier à remplir, on sera directement pris en charge. Elle sert également à se faire rembourser dans le service public uniquement, mais comme en local. Donc en fait, ce qui est super intéressant avec cette carte européenne d'assurance maladie, c'est qu'en Allemagne, vous allez être remboursé des frais de santé par l'organisme public allemand, comme en allemand. Quand vous allez en Irlande, vous serez remboursé comme en irlandais. En revanche, ayez en tête que ce double système public plus privé, il existe aussi en Europe. Les Irlandais, ils ont aussi une mutuelle. Les Allemands, ils ont aussi une mutuelle. Et donc, typiquement, vous serez remboursé d'une partie de vos frais, mais jamais de la totalité. Donc, il ne faut pas être surpris si jamais vous avez des dépassements d'honoraires, des restes à charge importants. Si vous avez, par exemple, une angine en Irlande, ça va vous coûter bien plus qu'en France. Ça peut vous coûter jusqu'à 80 € et vous ne serez pas remboursé du tout de la totalité des 80 €. Autre solution pour se faire rembourser, vous gardez tous vos justificatifs, vous avancez vos frais et quand vous rentrez en France, vous envoyez le tout au Centre national des soins à l'étranger, qui est un centre de remboursement qui dépend de la sécurité sociale et qui vous remboursera sur la base du tarif français. Donc, par exemple, en France, vous savez, quand vous allez voir un médecin, ça vous coûte environ 25 €. C'est la base du tarif français. Si vous allez voir un médecin en Irlande et qu'il vous coûte 60 €, vous serez remboursé 70% de 25 € et non pas 70% des 60 €. Très, très important à avoir en tête, vous serez toujours remboursé sur la base du tarif français et pourtant, ces tarifs sont souvent plus élevés. On sait qu'en France, on est bien loti, Pauline l'a dit. On a un système de soins qui est très, très intéressant, même en cas de crise sanitaire. Et typiquement, ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays en Europe. Hors Europe, en revanche, et c'est la slide suivante, les options sont beaucoup, beaucoup plus limitées.
Le seul organisme public qui peut vous rembourser vos soins, c'est ce fameux Centre national des soins à l'étranger. Donc, on a tous en tête les frais de santé exorbitants qu'on peut rencontrer dans certains pays, comme les États-Unis, l'Australie ou encore Singapour, où une simple appendicite, ça va vous coûter plus de 18 000 euros. C'est une option qui est extrêmement limitée, du coup, puisque vous allez être toujours remboursé a posteriori, après avance des frais, uniquement sur la base du tarif français. Et enfin, un cas particulier pour terminer, enfin 2 cas particuliers pour terminer, les aménagements liés au Brexit au Royaume-Uni. Donc, pour l'instant, pour votre mobilité au Royaume-Uni, si vous partez en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, vous allez pouvoir utiliser votre carte européenne d'assurance maladie. En revanche, ils vont sans doute vous demander, et à part si votre établissement le prévoit, mais ils vont vous demander une taxe en fait pour accéder au système public de soins. Donc, vous pouvez utiliser votre CEM, simplement, vous allez forcément devoir payer une cotisation pour vous permettre d'accéder au système de soins. Et un autre cas particulier qui est beaucoup plus protecteur, celui du Québec. Si vous partez en échange au Québec, ou même en stage, vous avez un protocole d'entente qui vous permet d'accéder directement à la sécurité sociale québécoise, qui est très bien, et qui vous permettra d'être remboursé comme un Québécois. Attention, toujours de la partie publique, donc c'est-à-dire un pourcentage de vos frais. Merci pour ces précisions, Mathilde. Alors, comment préparer au mieux son départ? Alors effectivement, on sait tous quand on part à l'étranger, surtout dans un contexte de professionnalisation, dans un contexte d'études, on regarde souvent, quoi qu'il en soit, hors Europe, tout ce qui est assurance santé à l'international. Mais c'est pas toujours facile de savoir comment les choisir, donc moi je vais vous donner quelques critères qui vont vous permettre de faire votre choix. Le premier, c'est comment sont remboursés les frais de santé. Est-ce que vous êtes remboursé dès le premier euro déboursé ou est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que vous êtes intéressé à ce qui s'appelle l'assistance? Qu'est-ce qui se passe si je dois me faire rapatrier? Si mes parents sont malades et que je dois rentrer en France, comment ça se passe? Est-ce que mon billet est compris? Si je perds mes clés ou mon moyen de paiement, est-ce qu'il y a des compensations qui sont prises en charge? Et puis, difficile d'y échapper, regardez si les frais de Covid sont compris. Une hospitalisation Covid, ça coûte très, 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 très cher aux États-Unis. Il y a de quoi se ruiner. Vous êtes jeune, généralement, il y a peu de chances, jeune vacciné, il y a peu de chances de se faire hospitaliser, mais on ne sait jamais. C'est vrai qu'une hospitalisation là-bas à la journée, ça va dépasser les 10 000 euros la journée. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une assurance qui va prendre en charge ces coûts. Et surtout, si je suis en stage, est-ce que j'ai bien une assurance responsabilité civile qui va me couvrir contre les dommages que je pourrais causer sur mon lieu de travail? En France, vous avez une assurance qui est obligatoire en stage. Et à l'étranger, elle est fortement recommandée parce que si jamais vous cassez le PC ou le téléphone qu'on vous a confié pendant votre stage à l'étranger, il faudra dédommager votre entreprise. Donc, vous le voyez à l'écran, Amy propose bien entendu des solutions adaptées. Je m'attarderai simplement sur quelques points vraiment très précis. D'abord, le remboursement de vos frais de santé qui sont dès le premier euro aux frais réels. Vous dépensez 80 euros pour aller chez le médecin en Irlande, vous êtes remboursé 80 euros. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de franchise. Vous avez toute l'assistance qui est complète. Si par exemple vos parents sont malades, vous devez rentrer en France, vous avez le billet d'avion qui est compris. Si vous-même vous êtes en grave difficulté, vous êtes rapatrié en France. Vous avez le Covid qui est compris dedans, donc notamment tous les frais d'hospitalisation. On en a parlé, ça coûte très cher, le sujet stage. Et puis surtout, et ça je voudrais vous en parler parce que j'ai écouté avec attention tous les témoignages de départ à l'étranger, mais aussi j'ai eu beaucoup de chance. Je suis partie 1 an aux États-Unis pendant mon parcours universitaire. Et la question des consultations médicales, c'était un vrai dilemme pour moi. Puisque je ne savais pas comment faire pour aller trouver un médecin. Il y avait la barrière de la langue au début et puis surtout cette préoccupation qu'on a tous quand on est étudiant, est-ce que je ne vais pas brûler mon budget dans une consultation médicale et des médicaments qui seront au final pas très bien remboursés. Donc je préférais aller à la pharmacie et puis finalement me ruiner en médicaments qui ne servaient pas à grand-chose, alors que j'aurais mieux fait d'aller voir un médecin. La difficulté quand on est aux États-Unis ou ailleurs, quand on est à l'étranger, c'est de trouver un médecin qui parle votre langue et qui va pouvoir comprendre votre souci de santé. Nous, on a développé en fait une solution de téléconsultation qui s'appelle Médecin Direct, que vous connaissez peut-être, et qui vous permet en fait de consulter des médecins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vidéo. Ces médecins, ils sont français, ils sont à l'ordre des médecins en France, et ils ont la capacité de délivrer des ordonnances internationales.
C'est particulièrement intéressant pour les jeunes femmes, notamment en matière de contraception, mais de manière générale pour tous les sujets qui vont pouvoir toucher à votre santé et qui pourraient être traités via une téléconsultation. Quoi qu'il en soit, quand vous avez un problème plus sérieux qui nécessite vraiment de se faire ausculter, allez chez le médecin, c'est compris dans votre assurance. Et pour terminer, donc vous avez les tarifs qui sont particulièrement abordables, Union européenne, hors Union européenne, ajustés à la quinzaine, vous partez 5 mois et demi, vous prenez une assurance pour 5 mois et demi, pas 6 mois. Et puis vous avez quelques exemples de prise en charge réelle pour vous donner une idée du tarif que peut représenter des soins à l'étranger. Hémorragie interne, bon là c'est particulièrement grave, chute de 30 mètres, c'est en Breca à Bali d'une falaise, et puis une appendicite à Singapour, le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et pour les étudiants du coup de l'université Savoie-Mont-Blanc, on vous propose une réduction, surtout sur les solutions EMI, en particulier pour cette assurance santé internationale. L'idée, c'est vraiment de lever les freins à la mobilité internationale, c'est vous encourager à partir, vous encourager aussi à prendre soin de vous, parce qu'un départ à l'étranger, un séjour à l'étranger réussi, c'est ce qui va vous porter vraiment pour le reste de votre parcours universitaire, le reste de votre parcours professionnel, et c'est dans l'intérêt de tous que ça se passe bien. Donc, je vous invite à noter ce code qui est assez simple à retenir, 74 USMB-10, et puis vous pouvez l'utiliser par téléphone ou sur notre site internet. Et bien entendu, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir. Pour ces précisions très pratiques sur la mobilité internationale et extrêmement importantes, on l'aura compris. Bien souvent, c'est des questions qu'on n'envisage pas avant de partir, mais qui sont pourtant essentielles. Donc, merci beaucoup pour cette expertise. Un point qu'on aurait aimé aussi aborder avec vous dans le cadre de ce workshop ce matin, c'est l'insertion professionnelle à l'international. Donc, c'est une partie qui va être scindée en deux, avec d'une part l'insertion professionnelle dans les pays anglo-saxons et d'autre part en Suisse, tout simplement parce que c'est un pays transfrontalier à la France, qui propose aussi de nombreuses opportunités pour les étudiants. Donc déjà, le CV en anglais pour les pays anglo-saxons. On a de très, très, très nombreux étudiants de l'USMB qui vivent une expérience professionnelle à l'étranger et notamment dans les pays anglo-saxons suite à leur parcours universitaire. Donc, on a jugé bon d'en dire quelques mots dans le cadre de ce workshop, très succinctement, bien sûr. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on travaille sur un exemple concret, n'hésitez pas à faire appel au bureau d'aide à l'insertion professionnelle qui vous aidera dans la rédaction de vos outils de candidature. Alors, le CV en anglais et les principales différences avec le CV en français. Donc, déjà, comme vous le savez, le CV en français doit tenir absolument sur une page maximum. Ce n'est pas le cas pour le CV en anglais. Il peut tenir sur 2 voire 3 pages si votre expérience le justifie. Alors, quelque part, on peut dire c'est bien parce qu'on a un petit peu toujours le casse-tête de synthétiser son CV sur une page, mais c'est une autre difficulté, on va dire. Par contre, une exception, le CV américain pour les USA, il doit tenir sur une page. C'est l'exception. Autre différence majeure, la photo sur le CV français est facultative. Sur le CV en anglais, on ne met pas de photo. Voilà, c'est la règle. Tout simplement pour des raisons discriminatoires. Les recruteurs sont opposés à ce qu'on fasse figurer la photo sur le CV, sauf si vraiment c'est indispensable pour le poste sur lequel vous postulez, mais dans ce cas-là, c'est vraiment des exceptions très précises. Pour la même raison de discrimination également, on ne fait pas figurer d'informations personnelles sur le CV en anglais, tout ce qui est âge, sexe, situation familiale. Une autre différence majeure entre le CV en anglais et le CV français, c'est la ligne de profil. Alors, la ligne de profil, c'est le petit paragraphe qui vous résume en quelques mots, en général, qui est situé dans l'entête du CV. Alors, dans le CV français, la ligne de profil est facultative. Dans le CV en anglais, elle est obligatoire. Elle doit faire entre 4 à 6 phrases. Il s'agit en fait d'une lettre de motivation miniature qui vous résume en quelques mots. On va justement en parler de manière un petit peu plus détaillée. Dans le CV français, il y a des rubriques. Certaines sont obligatoires, certaines sont facultatives. C'est pareil dans le CV anglais. Alors, vous allez voir qu'il y a énormément de points communs au niveau des rubriques. Déjà, si on lit de
de en haut à gauche vers la droite. Donc, les informations personnelles, c'est la catégorie qu'on appelle état civil ou information de contact sur le CV français. Donc, bien entendu, elle doit figurer. On mettra toujours le prénom en minuscule et le nom en majuscule. Ne faites pas une traduction de votre adresse postale en anglais, mot à mot, parce que ça ne fonctionnera pas. Précisez bien aussi le préfixe devant le numéro de téléphone, tout simplement pour faciliter le travail du recruteur qui n'est pas à chercher l'indicatif international pour vous contacter. Et on veillera aussi à préciser sa nationalité. Deuxième rubrique obligatoire, c'est la ligne de profil dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc, cette petite lettre de motivation en 4 à 6 phrases doit contenir les éléments suivants. Donc déjà, très brièvement, votre situation actuelle, votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. On va mettre la lumière sur l'objectif professionnel que vous poursuivez actuellement et également sur quelques atouts qui sont bien sûr en lien avec le poste sur lequel vous postulez. Et enfin, ce que vous pouvez vous apporter à l'entreprise. Donc, on retrouve un peu les marqueurs de la lettre de motivation, mais le tout de manière extrêmement synthétique, vous l'aurez compris. Rubrique suivante, les expériences professionnelles. Alors là aussi, c'est incontournable. Donc, on veillera bien indiquer le nom de l'entreprise, la période travaillée. Alors, petite précision, attention, aux États-Unis, on ne met pas le jour, le mois, l'année, mais le mois, le jour, l'année. Ça évitera des confusions. De plus, on mettra l'intitulé du poste, les missions confiées et les compétences acquises. Les employeurs anglais ou anglo-saxons d'une manière générale ne connaissent pas forcément l'entreprise française dans laquelle vous avez pu évoluer dans le cadre de vos expériences professionnelles. Donc, n'hésitez pas à mettre quelques mots, une petite phrase explicative en dessous de l'expérience pour resituer le contexte et pour que le recruteur ait vraiment valorise vraiment votre expérience à juste titre plutôt que de ne pas la connaître. Donc, en quelques mots, toujours de manière très synthétique. Également, dans les pays anglo-saxons, on est friand des objectifs, des chiffres, des résultats obtenus. Donc, n'hésitez pas à être très concret. Par ailleurs, les recruteurs anglo-saxons sont sensibles aussi aux étudiants qui font des petits jobs étudiants pour financer leurs études. Donc, si vous avez des jobs étudiants dans votre parcours, n'hésitez pas à les mentionner sur votre CV. Rubrique suivante, les formations. Donc, on indiquera le nom du diplôme, à quoi il correspond. Donc, c'est la même logique que pour les expériences professionnelles en France. Les recruteurs anglo-saxons ne connaissent pas forcément les diplômes français ni leur équivalent. Donc, là encore, on fera une petite phrase explicative du contenu du diplôme et puis pour le resituer également. On verra dans quelques instants les équivalences entre les diplômes, justement. Et puis, bien sûr, une rubrique incontournable, c'est les compétences. Donc, on distinguera les hard skills, soft skills, les compétences en informatique, les compétences en langue. Veillez à être honnête sur vos compétences en langue, parce que de toute façon, le recruteur, au moment de l'entretien, il pourra évaluer par lui-même votre niveau en langue. Donc, voilà, c'est l'honnêteté qui doit toujours primer. Une rubrique, enfin, qu'on retrouve dans notre CV français et qui est extrêmement importante aussi dans le CV anglais, c'est les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, pourquoi cette rubrique est si importante? Parce que c'est là que vous allez vous démarquer et on va voir votre personnalité. Donc, les recruteurs sont vraiment friands de cette rubrique. En général, ils sont un petit peu curieux de savoir pourquoi vous pratiquez telle activité, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et derrière chaque centre d'intérêt, il est possible de faire le lien avec une compétence. Donc, on fait encore toujours, on revient aux compétences par rapport à nos centres d'intérêt et vous pouvez aussi valoriser les expériences associatives, bénévolat dans cette rubrique. Alors, l'ordre des rubriques peut bien sûr être adapté. Il n'y a pas ce n'est pas figé. Je vous parlais tout à l'heure des diplômes français, diplômes anglais. Donc là, j'ai remis un tableau d'équivalence pour pouvoir augmenter la lisibilité de votre CV pour le recruteur. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette slide dans le cadre du replay si vous voulez identifier les équivalences pour votre diplôme.
Également, quelques conseils généraux par rapport à la rédaction de votre CV en anglais. On a dit 2 à 3 pages, mais mine de rien, c'est quand même beaucoup de choses à rédiger. Donc, veillez à avoir un anglais irréprochable. Hein. On évitera les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. C'est la même règle qu'en français, bien entendu. Évitez aussi les traductions mot à mot du CV français, parce que bien sûr, le sens ne sera pas le même. Privilégiez des phrases simples et courtes, comme ça vous serez mieux compris par votre interlocuteur. Et enfin, décrivez vos expériences avec des verbes d'action. Alors, le vocabulaire anglais est extrêmement riche. Donc, vous voyez ici dans le tableau qui apparaît sur cette slide, des verbes anglais qui correspondent à des verbes d'action en français. Donc, n'hésitez pas aussi à piocher dans cette liste pour pouvoir agrémenter votre candidature et votre CV en anglais. Le point commun entre les recruteurs des pays anglo-saxons et les recruteurs français, c'est qu'ils ont très, très peu de temps à consacrer à la lecture d'un CV. Ça, c'est universel. Hein. Donc, c'est pourquoi, dans tous les cas, votre CV doit être efficace, percutant. Et il faudra vous démarquer, tout en respectant les codes culturels et professionnels propres à chaque pays. Quelques mots pour terminer sur le CV suisse. Le CV suisse, parce que ce sont nos voisins, parce qu'ils offrent de nombreuses opportunités professionnelles. Alors, les particularités du CV suisse, c'est qu'il faut mentionner dans les informations de contact le permis de travail. Voilà, ça c'est une particularité très importante législative en Suisse. Alors, attention, un permis B en France, c'est un permis de conduire. Un permis B en Suisse, c'est un permis de travail. Donc, renseignez-vous bien sur cette notion de permis de travail pour pouvoir postuler sur un poste situé en Suisse. Pareil, on mentionnera bien l'indicatif devant le numéro de téléphone. Vous êtes tenu aussi de citer votre nationalité sur votre CV suisse parce que plus de 20% de la population résidente est étrangère. Donc, il faut obligatoirement mentionner sa nationalité pour des questions de permis de travail. Enfin, si vous ne résidez pas sur le territoire suisse, n'hésitez pas à mentionner que vous êtes mobile, voire prêt à déménager pour ce poste. Une rubrique aussi importante, il s'agit des expériences professionnelles. Elle est vraiment primordiale car elles doivent forcément apparaître avant les formations. Pour le CV français et le CV anglais, on a dit qu'on avait un petit peu le choix sur l'ordre des rubriques. Là, en Suisse, on n'a pas le choix, c'est expérience professionnelle et ensuite, on fait figurer les formations. Ce que j'ai dit à l'instant pour les expériences et les formations dans le CV anglais s'appliquent aussi au CV suisse, c'est-à-dire que le recruteur suisse ne connaîtra pas forcément l'entreprise française dans laquelle vous avez évolué ou n'identifiera pas forcément votre niveau de diplôme. Dans ce cas-là, soyez précis, donnez des précisions dans votre CV pour qu'on puisse resituer tout ça. En France, comme dans les pays anglo-saxons, comme en Suisse, les compétences sont extrêmement importantes. C'est d'ailleurs une rubrique à part entière. Elle doit être très synthétique et elle doit être placée juste sous le titre du CV. Donc, c'est là que vous indiquerez vos compétences principales de manière très centrée. Quelques remarques générales aussi, toujours par rapport au CV suisse. On mentionne parfois, alors c'est pas obligatoire, mais on peut mentionner des références. Alors les références, ce sont des personnes qui sont susceptibles de parler de vous professionnellement. Voilà, donc ça peut être un ancien manager, un tuteur de stage, etc. Donc vous mettez ces références dans le CV et le recruteur pourra contacter cette personne pour en savoir un petit peu plus sur vous. Également, les recruteurs suisses ne sont pas focalisés sur les diplômes, même si bien sûr, il faut les mentionner, mais ils sont friands des réalisations concrètes. Donc voilà, c'est tous les objectifs atteints, les résultats concrets. Également, si vous avez réalisé des travaux de groupe, des projets dans le cadre de vos formations, n'hésitez pas à le mentionner. Un dernier point, en Suisse, la règle d'or, c'est de rester humble. Et donc, l'emploi du « je » peut être perçu comme arrogant. Donc, on évitera de mettre le pronom « je » dans la rédaction de son CV. Alors, je vous donne un exemple. On peut mettre « acheteur en parfumerie, souhaite diversifier ses expériences dans un nouveau secteur ». Voilà. Donc, j'ai juste éludé le pronom « je ». Et comme ça, vous savez que vous ne faites pas d'impair culturellement parlant. Donc, voilà de manière très synthétique
les règles de base, on va dire, pour rédiger un CV à destination des pays anglo-saxons et à destination de la Suisse. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le temps, justement, pour le faire. Donc, vous allez peut-être poser des questions par chat ou vous pouvez le faire encore. Nos intervenants sont à votre écoute pour y répondre. Alors, effectivement, nous avons quelques questions. Nous avons une question de Nina à destination de Léa. Nina souhaitait que tu puisses rappeler le nom du master que tu as fait. Oui, bonjour Nina. Alors, j'ai fait un master qui s'appelle Master Amérique latine, qui fait partie du cursus études internationales et européennes à Sciences Po Grenoble. J'espère que Nina, tout est noté de votre côté. Et puis, il y avait une question aussi pour cette partie témoignage de la part de Wimena, qui souhaitait savoir comment vous avez fait pour trouver un stage à l'étranger. Est-ce que c'était ton cas? Ouais, alors effectivement, ça fait partie peut-être des difficultés dont je n'avais pas vraiment parlé tout à l'heure. J'ai envoyé beaucoup de candidatures spontanées. Je n'ai pas été très aidée sur l'Amérique latine. Je pense qu'on l'est plus sur les programmes Erasmus en Europe ou peut-être même aux États-Unis. Donc, ce que j'ai fait, c'est une liste de plein d'ONG dans lesquelles ça m'intéressait de travailler et j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées, de mails auxquels j'ai pas toujours eu des réponses, mais bon, il suffit d'une structure qui répond et ça suffit. Voilà. Après, on peut des fois voir avec les enseignants aussi. Moi, il y en a qui m'avaient fait des propositions, mais ça l'avait pas fait au final, mais ils peuvent parfois avoir des contacts ou même avec d'autres professeurs. Si on est en Équateur, par exemple, j'étais à l'université et j'ai enchaîné sur un stage. Du coup, j'ai pu voir avec un professeur pour qu'il m'aide aussi dans mes recherches. Donc voilà, plein de moyens différents d'y parvenir. Merci Léa. On a toujours une question de Wimena, mais plutôt pour Amandine, sur les mobilités UNITA. Est-ce que tous les étudiants peuvent en profiter, même s'ils ne sont pas européens? Oui, c'est pour les étudiants de l'USMB. Donc après, je ne sais pas s'il y a des conditions particulières de mobilité. Pour tous les étudiants de l'USMB sont étudiants UNITA et à ce titre peuvent bénéficier de tout ce que j'ai présenté. Après, je ne sais pas s'il y a des questions de visa ou pour partir en dehors de France. Ça, j'avoue que je ne maîtrise pas. Il faudra plus s'adresser au Bureau des relations internationales qui pourra vous aider. Mais en tant qu'étudiant de l'USMB, vous avez accès à tout ce que j'ai présenté. Très bien, merci. Alors, au niveau des questions qui étaient écrites, moi, j'ai fait le tour. J'ai juste aussi eu une intervention de Lucas, peut-être qu'il est encore connecté, quand on parlait d'événements ouverts à l'international et qui a mis le doigt aussi sur un événement qui est organisé, entre autres, par les étudiants d'université, qui est le Tour du monde de manège. Peut-être que Lucas, vous voulez prendre la parole et parler peut-être rapidement de cet événement qui a lieu au mois de mars. Oui, du coup, j'en profite. Je fais partie du comité d'organisation du Tour du monde de manège pour cette édition 2022, qui sera normalement, si tout se passe bien, le grand retour du Tour du monde de manège en présentiel. L'objectif, c'est je m'adresse particulièrement aux étudiants internationaux, s'il y en a sur cette conférence, de la possibilité de nous rejoindre dans l'organisation de cet événement pour promouvoir votre pays pendant 2 jours lors de cette édition 2022. Je vais mettre du coup dans le chat le lien du Google Form permettant de s'inscrire en tant qu'étudiant international pour prendre part et recevoir les informations spécifiques pour la création, pour la mise en place de ce centre de présentation des pays par pays. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucas. Alors c'est un événement qui permet aux étudiants de présenter leur pays et puis aux autres étudiants et aussi à tous les citoyens de Chambéry, si je ne dis pas de bêtises, de découvrir ces pays pendant ce week-end au mois de mars. Oui, tout à fait, gratuit et ouvert à tous. Voilà, et qui aura lieu les 4 et 5 mars. Est-ce qu'il y a un pays qui sera mis à l'honneur cette année ou pas, Lucas? Ah oui, et le pays à l'honneur de cette année, c'est l'Espagne, du coup. À la recherche de beaucoup d'Espagnols, s'il y en a parmi vous. Merci Lucas. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Si vous souhaitez les noter ou prendre la parole en levant la main, n'hésitez pas. Moi, je voudrais juste profiter pour ajouter quelque chose sur les stages, pour dire qu'il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui publie beaucoup d'offres en ligne dans les consulats ou ambassades
Donc un peu partout dans le monde. C'est assez sélectif, c'est pas gagné, mais il y a beaucoup d'offres, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Également dans le réseau des alliances françaises, ça il y en a dans pratiquement tous les pays du monde. Il y a aussi beaucoup d'offres de stages qui sont proposés. Et j'ajoute aussi, du coup, vu qu'on a un petit peu de temps, on n'a pas parlé de la césure et du service civique. C'est aussi 2 dispositifs qui vous permettent de vivre des expériences à l'international. Donc, voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui suivent ces dispositifs, le fameux Gap Year. Et si vous avez des questions sur ces dispositifs, n'hésitez pas aussi à nous les poser. On n'avait pas le temps de tout vous dire ce matin, faute de temps, mais voilà, n'oubliez pas aussi qu'il y a ces voies qui s'offrent à vous. Moi, je n'ai plus de questions de la part des étudiants. D'accord. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos intervenants ce matin pour leur très, très belle présentation, de s'être mobilisés, et puis à tous les étudiants aussi qui ont participé à ce workshop. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions, que ça vous a peut-être aussi donné envie de partir à l'étranger ou rassuré. Et en tout cas, on est tous là pour répondre à vos questions suite à ça, tout au long de la semaine emploi entreprise, si vous en avez. Et on vous souhaite une très bonne journée. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, il y a Margot et Léna qui lèvent la main. Margot, on vous laisse la parole. Margot, si vous le souhaitez. Et Léna, si vous souhaitez alors prendre la parole à la place de Margot. Oui, merci pour la parole. Alors, ma question, c'était de savoir est-ce que, même si on n'est plus étudiant, on pourrait toujours bénéficier du programme UNITA? Alors, si vous êtes personnel de l'USMB, oui, sinon non. C'est vraiment, c'est une université en fait, c'est un programme. Enfin, c'est même pas un programme, on est une université européenne en fait, donc il faut soit être étudiant, soit être personnel. Après, ça vous empêche pas de suivre. Mais après, effectivement, pour participer soit aux cours en distanciel ou aux divers événements que j'ai mentionnés, il faut être étudiant ou personnel d'une des universités de l'Alliance, pas forcément USMB. D'accord, madame, merci bien. Alors, Margot nous a posté sa question. On est sur une question sur le CV, donc plutôt pour toi, Déborah, je pense. Si on doit faire un CV en anglais à destination de la Suisse, quel modèle doit-on utiliser? C'est une très bonne question. Ça sera le CV suisse qui primera. Voilà. C'est les codes et les valeurs du pays dans lequel vous souhaitez ensuite évoluer professionnellement qui priment. Merci. Je regarde s'il y a d'autres mains levées. J'ai Margot et Léna, mais vous avez eu la parole. Donc, je pense que de notre côté, c'est bon. Sauf, vous avez encore quelques minutes si vous voulez lever la main ou poser une question. N'hésitez pas. Est-ce que c'est bon? Ok. De toute façon, le chat reste quand même ouvert. N'hésitez pas si vous avez des questions plus tard. Et ben voilà, cette fois-ci, je conclue vraiment cet atelier. Et donc, je remercie encore Amandine, Léa, Pauline, Mathilde et puis Sophie à la régie pour cet atelier et ce bon moment qu'on a passé ensemble. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci.